Est-ce qu'il y a encore du potentiel sur Amadeus? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste du logiciel de réservation aérienne. Donc, on a eu un crash évidemment en 2020. Ça, c'est normal, c'est consubstantiel à ce secteur. Depuis, ça a quand même fait un x2. Bon, là, après, ça vivote quand même depuis début d'année. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? On regarde ça. Croissance du chiffre d'affaires, plutôt en ralentissement quand même. On a donc avant 2020, on était sur un taux de croissance relativement élevé, 12%. Crash, énorme recovery après. Bon, maintenant, ça commence à revenir au niveau médian, voire à légèrement décélérer par rapport au niveau médian. Donc, est-ce que la croissance a disparu? Il faut aller voir. Mais je pense que le secteur aérien et le tourisme, ça reste un secteur qui est quand même en croissance assez forte. Peut-être qu'il perd des parts de marché, mais bon, moi je trouve qu'on est quand même sur des niveaux de croissance qui sont honorables et plutôt solides. Au niveau des acquisitions, on a fait 11 milliards d'acquisitions sur 30 milliards de market cap, c'est quand même un bon tiers. Donc ils font aussi de la croissance externe, il faut l'avoir en tête. Donc cette croissance-là, c'est pas forcément que de l'organique non plus. Bon, alors on fait de la croissance, mais est-ce que les marges sont en augmentation? Parce que c'est ça qu'on veut voir en tant qu'actionnaire. Donc évidemment, ça, c'est une anomalie, on l'explique très bien. Au niveau des taux de marge, on est relativement stable sur 10 ans, donc ça c'est plutôt bien. Au taux de marge brute, pardon. Taux de marge d'EBITDA, pareil, on est stable, 37%. Et le taux de marge net, il est en légère hausse par rapport à il y a 10 ans, donc ça c'est bien. Finalement, c'est une boîte qui est bien gênée. Alors, ils n'arrivent pas à monter leur marge, forcément, mais ils arrivent à les maintenir. Donc, c'est quand même un signe qu'ils sont pas trop mal positionnés d'un point de vue concurrentiel. Plutôt bien. Est-ce qu'on génère des free cash flow? Ouais, on génère pas mal de free cash flow sur Amadeus, dis donc, beaucoup plus que les bénéfices nets. Alors, ce qu'il faut vérifier, comme c'est du logiciel, on a souvent du stock-based compensation, c'est-à-dire de la rémunération en action des salariés. Non, il n'y en a pas du tout. Tac. Bon, ben là, c'est bien, hein. Franchement, les taux de marge qui sont complètement honorables, c'est du niveau du taux de marge de logiciel, hein. C'est ce à quoi il faut s'attendre quand on a une entreprise du logiciel qui est bien positionnée concurrentiellement parlant. Donc là, c'est le cas d'Amadeus. Hop, conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur beaucoup plus de free cash flow que de bénéfices nets. Bon, on va voir comment ça s'explique. En tout cas, donc pour la valoriser, il faudra mieux utiliser les free cash flow à mon avis, hein. Enfin, à choisir entre bénéfices nets et free cash flow. Ça veut aussi dire que l'entreprise il ne fait pas autant de dépenses en capital que, en gros, qu'il n'y a plus de croissance organique énorme à financer, donc plus beaucoup de dépenses en capital. On va regarder d'abord la variation de le BFR lui-même, le besoin en fonds de roulement. On est à 770 millions, donc ça, c'est bien. Ce sont les clients qui financent l'activité. Donc pour le logiciel, de toute façon, on n'a pas vraiment de fournisseurs, peut-être les fournisseurs pour l'infrastructure IT. Bon, il n'y a pas de stock, du coup. Pour le coup, il y a zéro stock. Donc là, c'est tout d'un différentiel entre les délais de paiement client par rapport aux délais de paiement fournisseur. Donc là, Amadeus arrive très bien à se faire payer par ses clients avant de devoir payer ses fournisseurs, ce qui veut dire que l'entreprise n'a pas besoin d'injecter de son propre argent pour faire tourner les activités. Ce sont les clients qui payent l'activité, qui font tourner l'activité avec le cash qui verse en payant. Alors, est-ce que ce BFR évolue favorablement? Il est plutôt stable, hein, sur 10 ans. Il a un peu dérapé à partir de 2018, mais ça s'est rétabli par la suite. On est toujours sur un cumul de moins de 267 millions, donc c'est bien, hein. On arrive à rester, à maîtriser cette variation du besoin en fonds de roulement. Si on regarde les dépréciations amortissements face à la dépense en capital et aux erreurs cash items, alors voilà, on fait énormément de dépréciations amortissements et pas de dépenses en capital. Pour le logiciel, vous n'avez pas besoin de faire de la dépense en capital. Vous faites initialement beaucoup de R&D, ce qui peut compter comme de la dépense en capital, quoique, il faut le vérifier, mais je pense que c'est le cas. Donc, une fois que votre logiciel il est développé, bon, mais vous avez quand même des nouvelles fonctionnalités à rajouter de temps en temps. Si vous avez besoin d'un tout nouveau produit, vous essayez d'en racheter d'acheter un concurrent et de l'intégrer dans votre logiciel. Donc, c'est normal qu'on ait ce profil-là. Et donc, du coup, ça explique pourquoi on a un énorme écart entre les bénéfices nets et les free cash flow, hein. Vous en avez pour 12 milliards. Après, il y a 2,8 milliards de other and cash items. Donc ça, il faut aller voir de quoi il s'agit. Peut-être que ce sont des dépréciations d'écart d'acquisition, puisqu'ils font des acquisitions. Donc j'ai pas trop d'idée de quoi il s'agit, mais allez dans les tableaux de flux de trésorerie, vous trouverez la réponse. Et par contre, il nous manque quand même 10 milliards, hein, entre les deux là. Donc, la réponse dans le tableau de flux de trésorerie, comme d'habitude. Pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux avoir utilisé tous les free cash flow que les bénéfices nets. Hop. Alors, rentabilité opérationnelle. Alors, vraiment, les capitaux investis à 15,3%.
très bonne rentabilité. Rentabilité d'une boîte de logiciels, hein, c'est classique. On n'a pas de c'est pas intensif en capital. Donc, une fois qu'on a découpé le logiciel, c'est de la rentabilité pure, hein, donc pas de problème. Actuellement, on a 16,3%. Très bien. Donc on est au-delà de la croissance organique, hein. Alors ça, c'est la croissance totale, donc la croissance organique elle est plus faible que ça, donc eh bien, on va dégager du cash et ce cash après, on va pouvoir l'utiliser pour faire des acquisitions, pour se désendetter s'il y a de la dette, pour rémunérer les actionnaires. Hop, on va regarder la dette. Il y a de la dette quand même, hein. Bon, c'est pas étonnant qu'il y ait de la dette parce qu'ils font des acquisitions, voilà. Mais on est à moins d'une fois l'EBITDA, donc très soutenable, aucun problème. La dette va plonger littéralement sur les prochaines publications, hein, sans problème. On est même à moins d'une fois les free cash flow, donc c'est vraiment pas un sujet. Au niveau du dividende, hop, on est sur 570 millions de dividendes contre 2 milliards 80 millions de free cash flow. C'est allez, 25%, 26%, pas grand-chose, hein. Ce dividende-là, il est pas extraordinaire, hein, mais il y a des rachats d'actions en revanche. Alors, est-ce que ces actions sont rachetées pour être annulées? Il faut aller vérifier ce qu'ils en font de ces actions. Donc là, le logiciel nous calcule 3,4% des rémunérations d'actionnaires en se basant sur le fait que ces actions-là sont annulées, mais c'est pas sûr. Donc il faut aller vérifier. Le dividende en lui-même, c'est pas très généreux, c'est moins de 2% de rendement du dividende, mais ils ont de la marge pour l'augmenter, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour augmenter ce dividende par la suite. Donc rémunération d'actionnaires convenable, hein, sans être exceptionnelle. Hop. Au niveau de la valorisation, bon, ça se paye 13,8 fois l'EBITDA contre 15,2 en médiane. Donc, on peut dire qu'il y a une décote, oui. Dans l'absolu, c'est un peu cher, mais bon, c'est toujours une histoire de croissance. Donc ça, il ne faut pas en tenir compte, hein, c'est la période 2020, donc où les multiples sont partis en l'air parce que l'EBITDA s'est effondré, justement. Mais sinon, ça se paye, ça s'est payé toujours relativement cher, hein, Amadeus. Donc, bon, on va dire qu'on est légèrement décoté par rapport à l'historique. Si la croissance se maintient, je ne vois pas pourquoi on ne reviendrait pas à la médiane, hein. Donc la médiane, elle est là sur 5 ans. C'est biaisé par ça. Mais voilà, hein, on est quasiment sur la médiane. Je pense que ça, c'est bon niveau de valorisation, hein. Viser 15 sur Amadeus, ça ne me semble pas bizarre. Bon, conclusion, c'est toujours une valeur de croissance. C'est relativement défensif, même si ça dépend du tourisme, hein, qui est un peu cyclique. Mais comme c'est pas passé, le marché aérien continue de croître plus vite que le PIB. Ça, c'est parce que les classes moyennes accèdent à des vols à bas prix maintenant, à prix, on va dire correct, convenable, qui peuvent s'offrir. Donc, il y a toujours un fond de croissance par cette émergence de la classe moyenne. Amadeus est bien positionné du point de vue concurrentiel au niveau mondial. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est plutôt une entreprise, je dirais, fonds de portefeuille, hein. On a une rémunération de l'actionnaire qui n'est pas extraordinaire. On a un fonds de croissance. Donc, il y aura toujours un petit dividende qui va grimper tranquillement, qu'on peut réinvestir dans l'action. Et je pense que là, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas aux multiples historiques. Et par la suite, de toute façon, vous ferez la croissance des bénéfices, hein, qui sont, à mon avis, qui est correcte, hein. On peut regarder d'ailleurs, hein, la croissance des bénéfices, à combien elle est. Et on doit avoir EPS growth, normalement. Hop, voilà. Basic EPS, si on regarde en rythme annualisé, la croissance des bénéfices, et ça prend en compte évidemment la période un peu troublée. Si on regarde sur 3 ans, hop, ouais, alors là, c'est pareil, c'est biaisé parce qu'il y a un fort rattrapage. Bon, ça va être compliqué de voir la croissance des bénéfices. Il faudrait regarder sur très très longtemps, hein, sur beaucoup plus longtemps pour avoir une idée. D'ailleurs, quand on investit à long terme sur une boîte, on prend la croissance des bénéfices à long terme, hein. À court terme, c'est plutôt l'expansion des multiples et à long terme, c'est plutôt la croissance des bénéfices. Voilà. Là, je pense qu'on va être, vous allez être sur un rythme de 7,2%, en incluant le dividende de 1,8%. Sur du long terme, Amadeus, ça peut donner du 9% sans problème. Voilà. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.